Gilles. Bonjour Valérie. Heureuse de vous retrouver. Mais moi aussi, même si John a été excellent dans le zapping, il vous a extrêmement bien remplacé. Je remercie John que j'aime énormément et c'était très cool d'avoir un remplaçant comme ça. Je peux aller à New York, Los Angeles. Maintenant, j'aurai plus de soucis. Mais comme vous ne prenez pas l'avion, vous n'irez pas. Allez, notre invité aujourd'hui, Damien Licata Caruso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste high-tech au Parisien. On vous retrouve également sur Tech & Co, l'émission de BFM Business. C'est Pardon, ça, non la chaîne Tech & Co. C'est la chaîne Tech & Co. Et l'émission s'appelle De quoi je me mêle. D'accord. Voilà qui est mon émission préférée, ma chaîne préférée. Absolument. Alors, on a assisté en début de semaine, on a eu une information selon laquelle Netflix allait racheter le géant Warner. Warner Bros, c'est les films d'Hollywood. Alors, on s'est dit, qu'est-ce que ça va changer ? Il y a beaucoup d'interrogations sur ce rachat, sur les conséquences pour le cinéma. Il y a beaucoup d'aspects à voir avec vous. Déjà, pourquoi Warner se retrouve dans cette situation de se faire racheter ? Warner, c'est dans le paysage hollywoodien, c'est peut-être le studio qui a eu le moins de succès ces 20 dernières années. Donc, ils ont eu moins de box-office, mais ils ont aussi fait de bons investissements. Ils possèdent notamment la chaîne HBO, que les gens en France connaissent bien pour des séries comme Game of Thrones et un gros catalogue de films. C'est vraiment c'est une institution aux États-Unis, vraiment HBO pour le coup. Donc, il y avait une grosse valeur à prendre sur le marché. Comment ? Ils ont la marque Harry Potter aussi. Ils ont la marque Harry Potter qui n'est pas négligeable, qui est quand même un gros fond de roulement, on va dire. Donc, il y avait cet acteur-là qui était disponible à la vente, qui était pas si cher par rapport au montant qu'on peut engager. Et quand on s'appelle Netflix, on a les poches un peu plus larges et du coup, on peut se permettre d'essayer de tenter une forme de concentration de l'industrie et de s'approprier ce qui nous manquait. Ils ont essayé avec les jeux vidéo, ça n'a pas très bien marché. Là, ils essaient avec le cinéma. Alors, c'est une dette, Warner Bros, une dette de 35 milliards de dollars quand même. Et oui, ça vous fragilise du coup. Bah oui. Vous devenez facilement une cible pour des gens qui ont d'autres moyens financiers, qui sont cotés en bourse comme Netflix, qui sont capables de mettre sur la table des milliards, dont des actions Netflix, c'est toujours intéressant pour les actionnaires de Warner. Et puis on a vu aussi que Netflix essayait, en tout cas auprès des comédiens d'Hollywood, de s'acheter une combinaison cinéma et pas une combinaison télévision. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent pas que les films produits par Netflix soient diffusés au cinéma. Et il y a aussi ce côté, à travers la Warner, de s'acheter un costume. Je fais partie du milieu du cinéma. Bien sûr, ils sont aussi en train de se crédibiliser et pour parfois, il faut le payer très cher et je pense qu'ils sont capables d'aligner les zéros. Donc, ils vont essayer de le faire. En face, ils ont Paramount qui a surenchéri. Ils ont eu le vieux cinéma qui s'est réveillé. En fait, il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter et il y a un monde qui n'a pas envie de mourir, qui a déjà été dépassé par Netflix et par la diffusion à domicile. Même si les chiffres du cinéma restent globalement bons, on n'est pas sur l'effondrement qu'on nous avait annoncé post-Covid. Donc là, il y a le vieux monde qui réagit. Mais derrière tout ça se cache la main de Trump. Derrière tout ça, il y a effectivement, il y a des intérêts qui remontent jusqu'au gouvernement américain. Il faut rappeler la relation très personnelle que peut avoir Trump avec les dirigeants de Paramount, en l'occurrence la famille Ellison. La famille Ellison, qui est une famille historique du business, du divertissement. Donc, ils sont prêts peut-être à faire intervenir des forces qu'on ne soupçonnait pas et qui commencent à sortir du bois. On va passer au zapping de Gilles et on continuera ce débat. Vous pouvez nous poser des questions si vous avez des interrogations sur ce rachat de Warner. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'était le 8 décembre 2024, il y a à peu près un an, le régime de Bachar al-Assad s'effondrait, rebattant les cartes au Moyen-Orient. Cet anniversaire, on a craint des attentats à Alep, des attentats de Daesh pour cet anniversaire, c'était redouté, en particulier durant un match de foot. M6 a été un des rares à consacrer vraiment des sujets sur cet anniversaire de la fin du régime de Bachar el-Assad. Les envoyés spéciaux de M6 étaient sur place à Alep. Armes longues et grenades à portée de main, les forces de sécurité syriennes protègent le stade d'Alep qui accueille la finale du championnat du nord du pays contre la ville de Homs. Au bord du terrain, le dispositif de sécurité est imposant. Soudain, une bagarre éclate entre les joueurs. Mains sur leurs armes, les forces de sécurité se précipitent pour éviter que la situation ne dégénère.
marche électrique sur fond de tensions entre les différentes communautés. Les autorités syriennes craignent également une attaque de Daesh. Des cellules restent actives dans la région. Alors pour empêcher toute intrusion, à la nuit tombée, une unité spécialisée se déploie dans Alep. La mission de l'unité A1, c'est de surveiller les grands axes, de sécuriser les allées et venues, car les groupes terroristes opèrent généralement de nuit. Alors, il y a quand même François-Xavier Ménage qui y est également pour TF1 oui, et France 2. Ils ont tous des envoyés spéciaux quand même pour cet anniversaire. Il n'y a pas que M6 et surtout François-Xavier Ménage a fait un formidable reportage sur un maronite qui raconte qu'il a tout perdu. Donc il y a quand même beaucoup de reportages qui ont parlé de cet anniversaire. Alors, bientôt je suis content de revenir. Je vous taquine. Bientôt les municipales à la mairie de... Alors, j'y retourne. Ouais. Bientôt les municipales à moins de 100 jours. Alors, évidemment, ça s'active au niveau des candidats et des promesses. Direction Toulouse, où la Dépêche de Haute-Garonne a rencontré Pierre Pézin, qui est un candidat d'une liste alternative citoyenne. Alors, lui, il a trouvé la solution pour plus qu'il y ait de soucis à Toulouse. Vous savez quoi ? Non. Bon, il suffit de changer le nom. On appelle ça Tolosa, comme à l'époque, et puis il n'y a plus de soucis. Dès que je serai élu en mars 2026 maire de Toulouse, en remplacement du maire actuel, M. Moudenc, je rebaptiserai la ville Tolosa. Pour quelle raison ? Pour déjà marquer une rupture avec le passé, un passé qui devient de plus en plus lourd en termes de... notoriété, financièrement aussi. D'autre part, cette rupture, elle est matérialisée par le fait que lorsque la ville s'appelait Tolosa, elle était très puissante. Elle dépendait certainement beaucoup moins des instances nationales. Et c'est pour moi un symbole de force. Ensuite, donc Tolosa, c'est un nom à consonance latine donné il y a des millénaires de ça par des gens aussi venus du sud, les Romains. Aussi, Licata Caruso, ça a une consonance du sud. C'est un peu sicilien, effectivement. Ouais, un peu sicilien, c'est un petit peu couleur du sud. Voilà, c'est la solution, changeons de nom. On change de nom, ça va tout changer. Oui, parce qu'à l'époque, ça marchait bien, Tolosa. Bon, alors, qui dit Toulouse, dit Christine Bouillot. J'ai appelé Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, alors qui m'a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit élu. Il y a beaucoup de candidats cette année à la mairie de Toulouse, mais elle m'a dit de faire attention que la question régionaliste fera vraiment partie du débat. On va rester dans le sud avec ce reportage dans le Trésor de TF1. Il y a un conducteur de bus qui était un peu crevé. Il a dit à un pote, si tu peux conduire le bus à ma place. Et donc c'est un de ses amis qui a conduit le bus. Il est parti un peu se reposer. L'accident a eu lieu sur cette ligne de bus, la numéro 10, qui dessert notamment l'hôpital Larcher à Nice. Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre, un chauffeur fatigué confie son bus et ses passagers à un ami. Sauf que celui-ci n'est pas chauffeur. Il semble que cette personne, étrangère à l'entreprise, ait embouti un véhicule à l'arrêt. C'est hallucinant et scandaleux. Les dégâts sont surtout matériels, aucun blessé grave n'est à déplorer, mais l'histoire a de quoi chambouler les usagers de la ligne. Le chauffeur, s'il est fatigué, vaut mieux qu'il s'arrête et qu'il aille prendre une pause plutôt que de donner le bus à quelqu'un qu'il ne connaît pas et créer des accidents justement au risque de blesser des gens, quoi. C'est pas du tout responsable ce qu'il a fait là. C'est quand même fou à quel moment tu te dis, tiens, si tu peux conduire à ma place. Moi j'ai vu un bus l'autre jour s'arrêter en pleine rue et le chauffeur descendre et aller chercher de l'argent au distributeur. Mais non, si. De la RATP. De la RATP, ouais. Absolument. Incroyable. Vivement les bus autonomes, du coup. Oui, absolument. On pourra parler un jour de la voiture autonome. Mais que dans l'immense majorité, ils font très bien leur travail et que parfois même, ils sont victimes trop souvent d'agressions. Vous y croyez, vous, aux voitures, aux bus autonomes ? Londres démarre les voitures, les taxis autonomes. Les taxis autonomes, oui, effectivement. Vous avez essayé ? Pour faire quelques allers-retours avec la Chine, notamment, où là, c'est vraiment le laboratoire mondial. Je suis monté dans une navette autonome qui m'a ramené jusqu'à l'aéroport. Et effectivement, c'est une technologie qui s'est perfectionnée. Et le problème, c'est toujours, c'est un problème à la fois législatif, mais d'assurance. S'il se passe quelque chose, s'il y a un accident, qui paye ? Bien sûr.
Bon, c'est un peu, Damien, vous qui êtes spécialiste du high-tech au Parisien, c'est un peu vos Césars à vous, vos Oscars, à vous, donc le journaliste high-tech, la cérémonie des TikTok Awards, Valérie, oui, ça va être lieu cette semaine. Bon, alors certes, il y a eu des prix pour les influenceurs, le divertissement, mais aussi ce mathématicien qui a eu un prix parce qu'il explique les formules compliquées et il a beaucoup d'abonnés. Il était interviewé sur quelle chaîne ? La chaîne Tech & Co. Mais cette cérémonie n'a pas uniquement récompensé le divertissement, le contenu éducatif a aussi été mis en avant. C'est ce que nous a expliqué Lucas Mat4, professeur de mathématiques dans un lycée et fraîchement sacré créateur éducatif de l'année. Alors je me suis lancé grâce à un créateur de contenu qui a été un de mes élèves. On tourne une vidéo où je commence en disant personne n'est nul en maths. Je poste la vidéo alors qu'il n'y a que ma classe de seconde qui est abonnée à moi, c'est-à-dire 20 followers, et la vidéo fait 3 millions de vues en 48 heures et je prends 100 000 abonnés dans la nuit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça doit être un vecteur d'apprentissage. On se rend pas compte comment une vidéo de 2 minutes où en fait on dit à un élève je t'invite au ski si tu comprends la translation d'un vecteur peut faire accrocher des centaines, des milliers d'élèves. La vidéo en question l'année dernière, je crois qu'elle fait 5 millions de vues. Je me dis, t'imagines, il y a 90 stades Vélodrome, je suis de Marseille, qui ont vu la vidéo et qui se disent ouah, les vecteurs finalement c'est pas si chiant que ça en fait. Oui, il y a un impact et c'est ce qui fait qu'en fait ça donne du sens, c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller chaque jour en fait, vraiment. T'as rien compris. 5 millions de 4 sur les vecteurs. Bah, vous savez, les trucs vectoriels. C'est le TikTok Award de 2024-25 et il s'appelle Lucas. Avec un S, Lucas Mat, M-A-T-H, 4, vous pourrez aller voir son TikTok. Avec 5 millions d'abonnés, on gagne beaucoup d'argent. C'est très dur de monétiser sur TikTok. Ils s'y mettent très très progressivement, mais on n'est plus sur les montants du début de YouTube où c'était vraiment le rush, tout le monde voulait y être. TikTok, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut faire énormément de vidéos, énormément de contenu et attirer énormément de gens. Quand les influenceurs disent qu'ils gagnent 100 000 ou 150 000 euros par mois, c'est plus sur des partenariats que sur les vues. Oui, c'est ça, c'est les partenariats qu'ils font avec les marques. Partenariats ciblés. Bon. Et hier, Pierre Lescure, dans C'est à vous, parlait du recueil de poèmes de John Baez. C'est grâce à elle qu'on a connu Bob Dylan. Elle a combattu également aux côtés de Martin Luther King. Le livre s'appelle Quand tu verras ma mère, invite-la à danser. Il en a parlé avec beaucoup d'émotion hier dans C'est à vous. Et puis, la reine de folk, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une des plus belles ballades. Vous avez ce que je vous ai mis de John Baez, Here's to You. Here's to you, Nicola and Bart. Voilà, livre paraît-il passionnant. On se retrouve dans Sacco et Vanzetti, film incroyable. On va se retrouver dans un instant pour parler donc de cette guerre. Paramount qui a déclaré la guerre à Netflix en déclenchant une acquisition hostile de Warner Bros. On va tout vous expliquer dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert. L'invité du jour, c'est Damien Licata Caruso. Vous êtes journaliste high-tech au Parisien et sur la chaîne Tech & Co. Et on vous a invité ce matin pour parler donc de cette vente du géant d'Hollywood Warner qui est très endetté. Donc alors Netflix croyait avoir réussi à racheter le studio Warner Bros. Et Paramount a fait une surenchère valorisant Warner à un prix plus élevé. Donc alors un auditeur qui me demande est-ce que le prix de Netflix va augmenter s'il gagne? Vaste question, mais au bout de combien de temps surtout? C'est pas du tout sûr. Ce qui s'est passé déjà, c'est que Netflix a réveillé tout Hollywood, une fois de plus. Hollywood qui était déjà un peu choqué par l'arrivée de l'IA générative qui allait déjà bousculer son secteur. Mais en plus, vous avez un acteur du numérique qui vient et qui commence à faire des acquisitions, à faire son marché à Hollywood. Le risque, effectivement, votre auditeur a raison, c'est qu'ils vont acquérir notamment le catalogue HBO Plus, Max, ils ont changé de nom 3 fois, mais en gros ils vont quand même acquérir un service de streaming en plus, donc ils vont peut-être devoir justifier cette acquisition-là et le fondre dans le prix. Donc Netflix est déjà assez cher, on a vu l'évolution depuis son arrivée en France, ça devient assez cher, donc là ils peuvent justifier un rallongement du prix. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a le plus de chances de l'emporter entre Netflix ou Paramount, et quels sont les différents enjeux? Parce que Paramount est un studio de cinéma, alors que Netflix est un studio de vidéo qui produit déjà aussi des films, notamment des films de Noël en ce moment. Ça n'a pas dû vous échapper si vous êtes abonné Netflix. Mais Netflix a aussi paradé avec une victoire. Je ne sais pas si vous l'avez reçu aussi.
si, je suis abonné, j'ai reçu le mail en disant qu'ils savaient quasiment acquis, que c'était acté, et finalement non, parce qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Déjà, il y a la contre-offensive de Paramount, qui a mis sur la table beaucoup plus d'argent et avec du cash, ce qu'aiment bien les actionnaires généralement. Et en parallèle, il y a le rôle du régulateur américain, qui va aussi... les Américains ont beau être très libéraux, ils ont aussi une culture de l'antitrust, l'antimonopole, donc il va devoir passer des obstacles qui s'appellent des commissions, qui s'appellent peut-être même passer devant le Sénat américain pour passer différents obstacles réglementaires, et c'est pas du tout acté que ni l'un ni l'autre arrive à concentrer tous les médias sur un seul acteur. Mais que vient faire Trump dans l'histoire, en fait? Alors Trump, c'est un peu la surprise du chef, mais pas tant que ça. On connaît les liens de la famille Ellison, propriétaire de Paramount, avec Trump, et c'est vrai que Trump aime toujours dire son petit mot et veut toujours peser dans le débat. Et là, pour le coup, au début, il a pris le parti de Netflix en disant que c'était un succès américain, qu'il fallait les soutenir, mais après il s'est rappelé qu'il devait 2-3 peut-être services et faveurs à la famille Ellison, et du coup il a commencé à s'engager sur le côté Paramount. Il faut aussi regarder du côté historique. Trump a aussi aidé notamment Paramount, cette même famille-là, à acquérir un de ses loisirs préférés, qui est le MMA, les combats de MMA. C'est Paramount qui va notamment diffuser à partir de janvier les combats de l'UFC, la grande organisation américaine d'organisation de combat. Et on peut peut-être voir derrière la patte de Trump qui a dû aider à faciliter cet échange-là. Et puis il y a aussi les chaînes d'infos, l'enjeu des chaînes d'infos. Bien sûr, d'ailleurs Warner, ils ont énormément de chaînes d'infos. Trump a beau manifester son hostilité aux vieux médias, il aimerait quand même un peu mettre la main dessus, au moins influer sur la ligne éditoriale. Donc il a tout un enjeu à trouver derrière ça. Parce qu'il y a les midterms qui arrivent, c'est la réélection du parti de l'Assemblée, et qui évidemment va être un combat pour être présent dans les médias. Bien sûr, il faut peser dans ce débat-là. L'une des hypothèses, c'est la vente à la découpe aussi. J'ai vu qu'Elon Musk s'était déclaré intéressé par certains actifs de Warner, donc ça c'est possible aussi. Ça permettrait justement d'éviter la concentration et en fait de cocher toutes les cases pour une acquisition vraiment séparée. Chacun récupérerait les activités qui l'intéressent. Déjà, ça ferait baisser le prix, mais au contraire, ça pourrait faire des surenchères sur certains segments du groupe. L'histoire de Netflix est incroyable. Au départ, ils distribuaient des DVD qu'on recevait chez soi pour éviter d'aller au vidéoclub. Ils ont démarré il y avait son concurrent Blockbuster qui a complètement disparu, mais pourtant Netflix a réussi à faire sa transition. Ils sont passés d'une entreprise très physique à un média complètement dématérialisé, et on peut maintenant... saluer ça. Je pense que même Netflix, le cas Netflix doit s'enseigner dans les écoles de commerce maintenant, tellement c'est important. Quand on vous a invité, ou quand on a eu envie de parler de ce sujet, il n'y avait pas encore Paramount, donc il y avait l'idée que si Netflix rachète Warner, il y a des questions qui se posent autour du cinéma, de la production des films, parce que Netflix a tout intérêt à ce que les films arrivent plus tôt sur sa plateforme. On sait les oppositions qu'il peut y avoir, on l'évoquait tout à l'heure, entre les films en salle et les films sur la plateforme. Il y a un vrai enjeu si c'est Netflix. Il y a un vrai enjeu, et vous avez remarqué aussi que certains films disparaissent parfois de Netflix, il reste que quelques années, ou à un moment il y avait la série Friends qui fait partie du catalogue de Warner, et du coup c'est passé, ça a été un carton sur Netflix, mais ça a disparu parce que Netflix doit aussi payer des droits, donc c'est aussi peut-être faire des économies en acquérant certaines valeurs du groupe Warner pour ensuite pouvoir les diffuser et pouvoir compléter son catalogue. Bien sûr. Et est-ce que Netflix, à travers tout ça, est pas en train, en fait, de tuer le cinéma et la télévision? C'est-à-dire qu'ils vont devenir tellement puissants que les autres médias vont avoir du mal à exister. Est-ce que Netflix, finalement, n'est pas en train d'accélérer un mouvement générationnel, où les gens, la télé linéaire, ça les intéresse un peu moins. Le cinéma, ils y vont, mais il faut quand même regarder le prix des places. Honnêtement, je pense que la plupart des gens vont au cinéma quand ça vaut le coup, quand il y a des effets spéciaux, quand il y a une vraie animation autour. Parce que sinon, c'est pour regarder un film assez calme d'1h30 et payer 10 ou 12 euros, voire plus en ce moment. Ça fait très cher. Vous mais 10 ou 12 euros, c'est moins cher qu'une séance de cinéma. Oui. Moi, je vais assez peu au cinéma, mais j'ai une amie qui y va et qui me dit il y a beaucoup, sur les films, j'ai envie de dire français, qui sont pas les blockbusters, sont des personnes seniors
principalement. Ouais. Il y a plein de gens qui attendent justement que ça sorte sur les plateformes. Bien sûr. En France, Netflix représente combien d'abonnés, vous savez, sur le nombre de Français? Alors, les boîtes américaines sont assez discrètes, évidemment, sur les chiffres, mais je crois que le dernier chiffre, c'est d'être dans les 15 ou 20 millions, donc c'est quand même, ça pèse, il y a beaucoup de gens qui en ont, et par rapport à, par exemple, à un HBO qui fait partie du groupe Warner, HBO, ça pèse absolument rien. Bon, il peut être juste une question un peu techno. Je regarde Netflix sur quel écran maintenant? Je regarde ça sur ma tablette, en mobilité, avec des écouteurs sans fil ou pas. Je regarde avec une belle télé que je peux acquérir en ce moment parce que il y a trop de télé en circulation, donc c'est le moment de profiter des offres. Et vous savez pourquoi je pose cette question, Valérie, pour faire la liaison avec à Noël où on va avoir un spécialiste qui va nous raconter un peu bien sûr, tout ce qui est téléviseur, les rétroprojecteurs, vous savez, qu'on colle au plafond, qu'on colle contre le mur et qui vous fait un énorme écran. On va faire une émission un peu spéciale pour les fêtes. Merci à vous, voilà Damien Licata Caruso. On vous lit donc dans Le Parisien, journaliste high-tech, et on vous retrouve sur la chaîne Tech & Co pour vous tester tout ce qui sort. Il est de temps en temps invité dans l'émission De quoi je me mêle. Oui. D'accord, très bien. Merci à vous, et tout de suite Perico est avec nous. Bonjour Perico, de quoi allez-vous parler? Bonjour Valérie. D'abord, je reçois de 13h à 14h Chloé Morin. Qui va essayer de nous expliquer, est-ce que finalement, malgré tout ce qu'on en pense, est-ce que c'est pas les femmes qui vont sauver le monde, le féminisme? Si on le repense un petit peu, il est peut-être dans ce désarroi la dernière solution. On va revenir sur, je me suis plongé à votre suggestion dans le livre de Nicolas Sarkozy. Oui, en prison. C'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un chef-d'œuvre. Nous avons. Vous avez aimé. Christine Bouillot nous appellera de l'Ariège. Elle est dans un élevage que l'on va abattre. On s'intéressera à ses enfants battus. Et puis voilà. Si on offre pour Noël le livre de Nicolas Sarkozy, c'est un cadeau empoisonné ou c'est c'est un moment de distraction. Non, c'est un moment de distraction, c'est Paris Match, c'est entre Voici et Paris Match. On peut le mettre en scène. Donc on peut le mettre Valérie et moi, on a aidé avec Caroline et Martine. Il y a Nicolas en prison. Mais on peut faire Nicolas au champ, Nicolas aux prisons, Nicolas. On peut le mettre sous le sapin. Mais il est en tête des ventes sur Amazon devant Astérix, je veux dire. C'était le but. Bien sûr. Alors que peut-être que Nicolas Sarkozy n'a peut-être pas fini de colorier son propre livre, donc c'est pour ça. Ou qu'il y aura un deuxième tome. Un deuxième tome. À suivre. S'il part en prison, oui. Imaginez qu'il part en prison. On verra. Ça sera la grande saga. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Et dans un instant, Perico Légas avec vous.